que vous avez découvert Ivoire TV. Mesdames et messieurs les journalistes, je vous ai appelé ce matin pour vous entretenir de la situation socio-politique qui prévaut en Côte d'Ivoire et pour vous indiquer la vision clairement exprimée du Front populaire ivoirien et de son président, son Excellence M. Laurent Gbagbo, relativement à la réconciliation nationale. Je rappelle que déjà le 7 janvier 2019, au cours d'un point de presse, j'informais la nation des instructions données par le président Laurent Gbagbo à son parti afin qu'il se mobilise autour de la problématique de la réconciliation nationale. Les rencontres de Bruxelles le 7 mai 2019 et de Daoukro le 23 mai 2019 s'inscrivent parfaitement dans ce cadre. Mesdames et messieurs les journalistes, la Côte d'Ivoire va mal. Elle va même très mal. Ce pays naguère pacifique, où il faisait bon vivre, a connu son premier coup d'État en 1999, puis une rébellion meurtrière en 2002 qui a divisé son territoire, son armée et sa population. En 2011, le pays a connu une crise post-électorale qui a entraîné une guerre sans précédent ayant occasionné des dizaines de milliers de morts, d'arrestations et la déportation du président Laurent Gbagbo à La Haye, l'exil des milliers d'Ivoiriens, l'arrestation de plusieurs centaines de militants, de sympathisants et des éléments des forces de défense et de sécurité. Cette situation s'est davantage détériorée sur la gouvernance de M. Ouattara, avec l'organisation d'élections dans des conditions antidémocratiques marquées par l'exclusion de l'opposition et qui ont enregistré un taux de participation constamment inférieur à 15%. Sous le régime Ouattara, les Ivoiriens vivent au quotidien dans un environnement d'insécurité caractérisé par les agressions menées par des enfants et des délinquants de la rue, appelés communément microbes, des bandits et autres coupeurs de route qui opèrent avec des armes de guerre. C'est le lieu de noter que, contrairement à la propagande du pouvoir, les ex-rebelles et leurs supplétifs n'ont jamais désarmé et les armes circulent de manière incontrôlée sur toute l'étendue du territoire. Les récents affrontements intercommunautaires à Béoumi, qui se sont sortis par une dizaine de morts, puis une centaine de blessés et d'importants dégâts matériels, constituent une source de grandes inquiétudes dans la mesure où ces événements de Béoumi ne sont pas un cas isolé. Pour rappel, on peut citer les cas suivants. Bouna en avril 2016. Kadakoro en décembre 2017. Joamonien en novembre 2018. Bangolo en juin 2018. Fakobli en juillet 2018. Isia en octobre 2018. Dieucoué en novembre 2018. Benoué en avril 2019. Marabadiassa en février 2019. Abangourou en mai 2019. Kokombo en mai 2019. La récurrence de ces conflits achève de convaincre non seulement de la profondeur de la fracture sociale, mais surtout de l'échec patent de la réconciliation nationale qui expose notre pays à une situation sociale potentiellement
explosive. Dans le domaine de l'éducation, c'est la décrépitude de l'école. Le résultat d'une politique délibérée pour l'anéantissement de la formation de la future élite ivoirienne en hypothéquant à la base l'éducation et la formation de la jeunesse. Cette politique caractérisée par la démission de l'État en matière de construction d'infrastructures scolaires et universitaires a pour objectif la privatisation du système éducatif. Cette situation a forcément contribué à la dégradation des conditions de vie et de travail des enseignants, des élèves et étudiants, d'où les grèves à répétition mal gérées par le pouvoir qui refuse obstinément de discuter avec les syndicats du secteur. L'école ivoirienne est véritablement en danger. Dans le domaine de la santé, la déliquescence du système marqué par la vétusté des centres de santé, le non-renouvellement des plateaux techniques, le manque de personnel qualifié au profit d'un recrutement à base ethnique et plus récemment la tendance à la privatisation des établissements sanitaires sont autant de facteurs qui ont renforcé nos hôpitaux en véritables centres où les malades viennent juste pour terminer leur vie sur Terre. Au plan environnemental, la préservation de notre écosystème ne semble pas préoccuper les gouvernants, tant les réserves forestières destinées à prévenir la désertification, à sauvegarder l'équilibre écologique et à protéger la faune ont été impunément violées et détruites à plus de 75% depuis 2011. À cela s'ajoute malheureusement le phénomène d'orpailleurs clandestins entretenu par les autorités. Quel orpaillage qui défigure profondément le peu de forêt qui nous reste. Les eaux de surface, c'est-à-dire les fleuves, les rivières et les nappes phréatiques sont polluées, mettant en danger la vie des populations. Sur le plan économique, la Côte d'Ivoire connaît une situation délétère malgré un taux de croissance flatteur brandi à chaque occasion par le régime. En réalité, notre pays croule sous le poids d'une dette excessive. En réalité, notre pays croule sous le poids d'une dette publique excessive. En 2000, à l'avènement du président Laurent Gbagbo au pouvoir, la dette publique totale, dette extérieure et intérieure était de 7 182 milliards de francs CFA. En 2012, suite à l'allègement obtenu au terme de l'initiative PPTE, cette dette est tombée à 4 680 milliards de francs CFA. Mais tenez-vous bien, en 2016, après 4 années de pouvoir Ouattara, cette dette est passée à 8 959 milliards de francs CFA, soit une hausse vertigineuse de 91%. En 2018, selon le Fonds monétaire international, la dette a atteint 11 039 milliards de francs CFA et elle est estimée à 15 781 milliards de francs CFA pour la fin de l'année 2019. Les institutions financières internationales ne cachent plus leurs inquiétudes sur la viabilité de la dette et les risques de solvabilité de notre pays, comme l'a notifié le Fonds monétaire international dans son rapport 18/367 de décembre 2018. Par ailleurs, on assiste depuis quelques années
à la mévente des produits agricoles d'exportation, notamment le cacao, le café, l'EVA, l'anacarde, le palmier à huile, l'ananas. Cette situation entraîne une paupérisation préoccupante des producteurs de plus en plus étouffés financièrement par des exportateurs véreux. Mesdames et messieurs les journalistes, il convient de noter avec regret et consternation que sous la gouvernance Ouattara, la démocratie est en recul. Cela se manifeste par l'immixtion du pouvoir exécutif dans le fonctionnement des partis politiques. L'ascension sociale repose non plus sur le mérite et l'équité, mais sur le concept du rattrapage ethnique, véritable cancer qui détruit la nation ivoirienne. Les acquis de la lutte démocratique menée par le président Laurent Gbagbo et les démocrates ivoiriens, notamment la liberté d'opinion et de manifestation, l'exercice effectif du multipartisme, l'organisation d'élections libres et crédibles par une commission électorale véritablement indépendante et la sécurisation des opérations électorales sont aujourd'hui remises en cause par les nouveaux gouvernants. Les récentes élections municipales et régionales, avec les violences qui les ont émaillées, constituent la parfaite illustration de ce rétro-pédalage dans l'exercice démocratique en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi que devant un tableau aussi sombre qu'inquiétant que présente l'état de la nation, il n'y a qu'un seul remède qu'il convient aujourd'hui pour redresser la situation et préserver les Ivoiriens du gouffre certain dans lequel le pouvoir Ouattara veut les conduire. C'est la réconciliation nationale. La vraie réconciliation, sans faux fuyant, entre les fils et les filles de ce pays, qui passe par un dialogue constructif entre tous les acteurs de la scène sociopolitique. C'est à cette réconciliation que le Front populaire ivoirien appelle instamment les gouvernants, les partis politiques, les organisations de la société civile, les responsables religieux et coutumiers, bref, toutes les composantes de la société ivoirienne sans exclusive. Les rencontres de Bruxelles le 7 mai 2019 et de Daoukro le 23 mai 2019 entre le FPI et le PDCI-RDA s'inscrivent parfaitement dans cette recherche de la réconciliation et de la paix durable en Côte d'Ivoire avant l'échéance capitale de la présidentielle de 2020. Je voudrais profiter de cette occasion pour renouveler nos sincères remerciements au président Henri Konan Bédié et à la direction du PDCI RDA qui ont clairement exprimé leur ferme détermination à s'engager avec le FPI et le président Laurent Gbagbo dans ce processus de réconciliation nationale qui doit devenir une préoccupation de tous les Ivoiriens. Pour leur part, le FPI et le président Laurent Gbagbo entendent jouer sans faiblesse ni complaisance leur partition pour l'aboutissement à travers des actes concrets sur le terrain de ce processus vital pour notre pays qui a besoin de sérénité et de paix pour l'ancrage de la démocratie dans notre société. Pour ce faire, nous allons bientôt partir à la rencontre des formations et groupements politiques, y compris le RHDP au pouvoir, ainsi que de toutes les autres organisations de la société civile. 2. Entreprendre des tournées
de sensibilisation dans les régions sur les enjeux de la réconciliation afin qu'ils soient partagés et adoptés par les fils et les filles de ce pays. Nous lançons à cet effet un vibrant appel à toutes les forces politiques et sociales à nous rejoindre dans cette bataille salvatrice pour la Côte d'Ivoire, notre patrimoine commun. Mesdames et messieurs les journalistes, je sais pouvoir compter sur votre habituelle diligence pour relayer à suffisance ce message de paix et de réconciliation du président Laurent Gbagbo, afin que tous les Ivoiriens y adhèrent sans crainte, sans calcul politicien, mais avec amour pour notre pays que nous devons sauver ensemble avant les joutes électorales de 2020. Sauvons la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Je commencerai d'abord par la rencontre avec le PDCI-RDA. Le président Laurent Gbagbo a toujours fait du dialogue l'axe principal de son action politique. Et j'aime répéter, ce n'est pas un choix tactique, c'est-à-dire circonstanciel pour vaincre quelqu'un, mais c'est une ligne fondamentale, une ligne stratégique. Pour ceux qui ont lu son ouvrage pour une alternative démocratique en Côte d'Ivoire, vous verrez que dès cette époque, c'est-à-dire dans la période qui a suivi la chute du mur de Berlin, il avait déjà opté fermement pour l'accession au pouvoir par la voie pacifique. Il a toujours condamné la violence politique. Et c'est vrai, en 2000, lorsqu'il est parvenu au pouvoir, tout de suite, il a tenté de réunir tous les fils de ce pays pour que nous puissions nous entendre, définir les règles du jeu pour aller à une compétition pacifique. Je peux parler de ça parce que quelque part, il m'a fait jouer un rôle. C'est moi qui suis parti dans le village du général Gueye une nuit pour le trouver. J'étais accompagné par un de nos camarades que Gbagbo appelait le petit Yakuba de Gbagbo, Siaba Hervé. Discuter avec lui pour dire que ton frère, il appelait Bob, souhaite que tu viennes à Abidjan pour qu'on se réconcilie, pour que la Côte d'Ivoire retrouve la paix. Après la discussion, qui a duré toute la matinée, il nous a dit, je vais l'appeler, je viendrai à Abidjan. Il n'est pas resté là. Vous savez bien que M. Ouattara et M. Bédié étaient en exil, à l'extérieur. Il les a fait venir en remplissant toutes leurs conditions, c'est-à-dire maison, literie, vaisselle, véhicule. Eux-mêmes, ils ont fait une liste des militaires qu'ils voudraient qu'ils les gardent. Ils lui ont donné, il a satisfait à ses demandes. Et ils sont venus. Mais vous savez, dans les discussions politiques, ce n'est pas tout le monde qui est de bonne foi. D'autres peuvent dire oui, alors que derrière, ils ont un couteau caché. Malheureusement, effectivement, ce que vous dites est vrai, parce que le 7 et le 8 janvier 2001, il y a eu les attaques. La prise de la radio au plateau. Bon, on a pu se tirer d'affaire. Et en septembre 2002, vous le savez bien, alors qu'il était en Italie, il y a eu cette attaque massive avec le massacre de nos militants et surtout d'un de nos grands responsables, le ministre d'État Boga Doudou. Mais le président Gbagbo n'a jamais baissé les bras en ce qui concerne la lutte pour une Côte d'Ivoire apaisée, une Côte d'Ivoire pacifique. C'est pourquoi il a continué à négocier
à négocier. Je vous fais grâce de les autres étapes. Si les questions suivent, je vous donnerai des éléments. Jusqu'à, en France, accepter de nommer comme Premier ministre celui-là même qui a conduit les opérations qui ont abouti à l'assassinat de Ouagadougou et des autres militaires. Donc vous voyez, pour lui c'est une constance. Chez nous on dit que tant que la marche n'est pas finie, le balancement des bras n'est pas fini. Et nous allons continuer, parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix. L'autre question, est-ce que nous y croyons? Oui, nous y croyons. Nous y croyons parce que c'est l'histoire même de notre pays, c'est l'histoire de l'Afrique qui commande que nous autres Africains, malgré nos divergences, nous devrions toujours négocier, négocier et négocier. Pour ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire de l'Afrique et à l'histoire de la Côte d'Ivoire, vous savez que ce continent, ce pays, nous avons souffert. Nous avons souffert des massacres. L'esclavage a commencé sur le continent avec les Arabes et a duré 14 siècles. Ça va continuer avec les Européens et ça va durer 5 siècles. Le continent a été vidé de ses forces vives. Malgré tout, la lutte a continué, la lutte d'émancipation. Quand on dit PDCI, RDA, peut-être on ne va pas plus loin, il faut couper le PDCI et dites simplement RDA. Le RDA, le Rassemblement démocratique africain, qui a vu nos grands-parents, nos parents se réunir au bord du Djoliba, c'est-à-dire à Bamako, en 1946, pour dire qu'ils vont unir leurs forces pour entraîner ce pays-là vers sa libération. Aujourd'hui, il y a un nouveau contexte. Je parlais tout à l'heure de l'insécurité en Côte d'Ivoire, mais nous avons l'insécurité à nos frontières. Le Mali est déstabilisé, le Burkina est déstabilisé, le Niger est déstabilisé. Mais qui dit Burkina, Niger et Côte d'Ivoire? Ils ont leur population ici, 2 millions, 3 millions, 4 millions. Mais qui dit qu'il n'y a pas de cellules dormantes? Donc nous, Ivoiriens, nous avons l'obligation, nous avons le devoir de faire la paix, de consolider la cohésion interne, la cohésion sociale. C'est ça qui va nous permettre de résister. Celui qui refuse, c'est qu'il ne veut pas de paix en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi le président Laurent Gbagbo insiste. Il insiste et il demande aux militants du FPI, il demande aux amis du FPI, il demande à toutes les formations politiques. Et c'est pourquoi j'ai remercié tout à l'heure dans le test liminaire le président Bédié. Le président Bédié n'était pas avec nous. Mais il comprend, il a compris. Ces militants comprennent que ce pays-là a besoin de paix. Le président Houphouët-Boigny disait, on ne se bat pas au chevet d'une mère malade. La Côte d'Ivoire est malade. La Côte d'Ivoire est dans le coma. Sauvons notre pays. La question est explicite. Hein? Est-ce que la plateforme... Oui. La plateforme, pour nous, et vous voyez bien qu'elle est arrivée à Daoukro, le communiqué qui a été fait, le président Bédié insiste sur la réconciliation. Le cas de Béoumi est un cas révélateur. Le cas de Béoumi. Je disais à quelqu'un, quand les croyants disent que Dieu nous parle, je ne sais pas si quelqu'un dans cette salle a vu une fois Dieu. Personne ne voit Dieu, même les plus grands croyants. Mais par des événements qui se passent, qui sont comme des sons de cloche pour attirer votre attention, comme des alertes, il faut en tenir compte. Voici que 2 conducteurs d'engins sont en train de se battre. Bon, on connaît ça en Côte d'Ivoire depuis longtemps, depuis que nous étions jeunes, petits. Ça arrive. Mais ça va dégénérer à des combats entre des communautés. Ça va entraîner des sorties des armes de guerre. À partir de ce moment-là, nous devrions comprendre que l'urgence
n'est même plus de parler de CI, mais de parler de réconciliation. Je disais à des camarades, c'est comme en mathématiques, hein? La CI est reformée, c'est nécessaire, mais non suffisant. C'est-à-dire que si on ne fait pas la réconciliation, demain, ce sont des RPG, ce sont des lance-roquettes que nous allons avoir dans les rues d'Abidjan et de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi le président Bédié, comme le président Laurent Gbagbo, insiste et lance un appel. Nous lançons un appel au RHDP, c'est-à-dire au RDR et à ses satellites, de s'asseoir à la même table avec tout le monde pour que nous retrouvons les meilleures conditions pour que ce pays soit en paix. Je prends d'abord la dissension interne, ce que vous appelez dissension interne. Pour nous, il n'y a pas de dissension interne. Il n'y a pas de dissension interne parce que tout le monde le sait que toutes les formations politiques dignes de ce nom ont des statuts et des règlements intérieurs. Et les partis politiques fonctionnent par rapport à ça. Par rapport aux statuts et aux règlements intérieurs, pour nous, c'est le président Laurent Gbagbo qui est le président du Front populaire ivoirien. Mais dans l'exposé liminaire, je vous ai dit que le pouvoir en place essaie de fragmenter, essaie de détruire, c'est sa méthode, les autres formations politiques de la Côte d'Ivoire pour arriver à la situation de parti-État, de parti unique. Ils ont commencé avec le FPI, alors que par les textes du FPI, Afik Essan n'est plus depuis Mama, le président du FPI. Ils le savent si bien que lorsque les tribunaux d'Abidjan ont siégé, la cour d'appel a dit qu'elle ne peut pas se prononcer, qu'elle est compétente. Ce sont des magistrats, ils voient où il y a la vérité, mais ils veulent sauver aussi leur paix. C'est ça qui est la situation. C'est-à-dire que si chez Afi, il reste Afi seul ou avec 2 ou 3 personnes, le pouvoir dira toujours qu'il représente le FPI. Parce qu'il est utile pour empêcher le FPI d'avancer. Malheureusement, le FPI avance. Le FPI avance. Le communiqué que le FPI a signé avec le PDCI-RDA est là pour vous prouver que des hommes politiques qui vraiment sont des hommes politiques savent où est la vérité. Le reste, le FPI est dans la même situation que le MFA. Le président d'Atiko Bena est là. On lui a arraché son parti. Le PIT vit la même situation que ces encore. Tous les partis politiques. Et le PDCI, bien sûr. Bien sûr. Aujourd'hui, il y a des gens qui se promènent. Et il y a un cas important, vous dites où nous en sommes avec Afi. Vous savez, nous sommes des cultures africaines. En Afrique, on n'insulte pas un aîné. En Afrique, on n'insulte pas son chef. Même s'il y a un différend entre vous, il y a une manière polie pour régler le problème. Aujourd'hui, ce sont des injures, que ce soit au niveau du FPI, que ce soit au niveau du PDCI. Ça, ce n'est pas africain. Ce n'est pas africain. Ça ne fait pas partie de notre culture. Donc, pour nous, il y a un seul FPI dirigé par Laurent Gbagbo. La plateforme. Nous étions avec le président Bédié. C'est lui qui a lancé le mot plateforme. Le communiqué qu'on a signé à Daougro, il a veillé à chaque terme.
Il était assisté par le général Wassanakone et par le ministre Émile Constant Bombé, ainsi que Mme Dabia, responsable des femmes du PDCI RDA. Ils savent pourquoi ils ont écrit, ils nous ont fait écrire et signer ce document. Je vous disais tout à l'heure, vous allez parler d'autre chose alors que le pays est en train de brûler. J'ai vu dans les journaux, parce que je suis pas allé chez moi, qu'à Bangourou, une zone où depuis que moi je suis petit, il n'y a jamais eu d'affrontement entre population allogène et autochtone. Dans un village qu'on appelle Zizénou, il y a eu une manifestation contre les gens, ils veulent les chasser. Mais pourquoi? Parce que dans notre zone, une petite région qu'on appelle Alangono, qui est composée de 3 villages, Mbasso et Ueso, Bébou. Dans ces zones, il y a un petit marigot qu'on appelle Manzan. C'est ça qui nous nourrissait. C'est là qu'on partait prendre les poissons. Aujourd'hui, vous êtes incapables. Tout a été empoisonné par les orpailleurs clandestins. Donc les populations se révoltent. Je vous ai dit que Béoumi, il faut qu'on tire les leçons. Béoumi, ça veut dire que faites attention, quelque chose de grave va arriver. Quand c'est comme ça, on s'entend. Le reste, chaque chose en son temps. Quand ça va arriver, ceux qui veulent être ensemble seront ensemble. Ceux qui veulent s'isoler vont s'isoler. Voici ce que je veux dire. Que c'est la posée encore. On n'a pas dit que... Bien. Celui qui a dit que nous ne voulons pas de conférence de presse, mais vous voyez les événements, la prise des paroles, les actes, il faut que ça réponde à quelque chose. On ne fait pas pour le faire. On n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un, mais on est là pour agir si le moment l'exige. C'est quoi? C'est ça, hein? Bon, pourquoi ici et pas dans notre lieu habituel? Je ne sais pas ce qu'il appelle lieu habituel. Hein? Nous sommes un parti politique. Je ne suis pas le premier à venir ici. Les camarades ont fait des manifestations ici, ont fait des manifestations à Bellecote, hein? Partout où c'est nécessaire. Aujourd'hui, nous avons invité des dignitaires du pays. Vous voyez tous les responsables politiques, vous voyez vous-même les journalistes. Nous avons estimé qu'il faut vous mettre au frais pour qu'on puisse discuter tranquillement. Je pense qu'il faut après une unité d'action possible. Mais comme ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Mais ce que je vais vous dire, j'ai dit dans le texte, peut-être que vous n'avez pas écouté, j'ai dit que le FPI, le président Babo nous a dit de discuter avec tout le monde. Nous sommes prêts à discuter avec le RHDP. Nous sommes prêts. C'est eux qui sont au pouvoir. C'est eux qui dirigent l'État de Côte d'Ivoire. Normalement, c'est eux qui doivent prendre le devant pour que les autres suivent. Mais nous disons que nous sommes prêts à discuter avec eux. Donc, quand vous allez partir, il faut leur dire que le FPI dit qu'il est prêt à discuter avec eux. Si on a le temps de faire la réconciliation avant 2020. Mais il faut d'abord commencer et puis voir si on n'a pas le temps. Si on s'assoit, on va définir le cadre, on va définir les thèmes de référence. Et les Ivoiriens, ils ont tellement souffert que je pense qu'ils iront vite. Il ne faut plus qu'on tombe dans ce qui s'est passé. Alors que les rebelles n'ont pas désarmé, la communauté dite internationale a demandé que les élections se fassent. Nous sommes là, nous allons assurer la sécurité. Résultat, des milliers et des milliers de morts. La Côte d'Ivoire elle-même doit déterminer sa marche et le rythme de sa marche.
Oui, il y a un qui a dit, est-ce qu'on peut demander au président Bédié d'aller rendre visite à son frère Laurent Gbagbo? Je vous ai parlé tout à l'heure de la culture africaine. Hein. Nous, on ne peut pas demander au président Bédié, prends avion, va à Bruxelles. C'est lui qui décide ce qu'il veut faire. Il a envoyé une délégation. Si demain il estime, ça dépend de lui. Ça dépend de lui. Il faut le respect. Il faut que les Africains apprennent à connaître leur culture. Et nous sommes là-dedans, dans la culture africaine. Le Front populaire ivoirien est un parti organisé qui tient des congrès, qui tient des conférences. Si vous prenez les actes du congrès de Mossou, vous verrez que depuis là, et je vais plus loin, en juillet et août-septembre 2011, alors qu'on venait de massacrer nos militants, alors qu'on venait d'enfermer le président Laurent Gbagbo à Kouroukou, et que nous autres, nous étions en exil, les camarades qui dirigeaient le parti, sous la haute direction de feu le camarade Miaka, sont allés à la rencontre du gouvernement et ont remis un document appelant déjà à l'époque à la réconciliation et à la discussion. Le président Laurent Gbagbo lui-même, avant qu'il ne soit déporté au nord du pays et après à La Haye, quand il était au Golfe, il avait lancé l'appel que les Ivoiriens s'asseyent pour discuter. Toujours fidèle à son mot, asseyons-nous et discutons. Donc, depuis cette époque, le FPI se bat. Le FPI se bat pour que les Ivoiriens comprennent qu'on a intérêt à nous asseoir pour discuter. On ne demande pas à tout le monde d'avoir la même pensée, mais on demande à tout le monde de mettre ensemble nos intelligences pour trouver une voie idoine pour sauver ce pays-là. Et c'est cela qu'on diffuse. Et nos militants sont d'accord. Feu Sangaré, quelque temps avant son décès, a lancé un grand appel au rassemblement. Il avait envoyé des délégations pour rencontrer les formations politiques. Donc ce n'est pas nouveau. Ce que le président Laurent Gbagbo a fait, c'est de donner l'ordre au parti, à ceux mêmes qui hésitent dans nos rangs, pour qu'ils comprennent que pour la vie de ce pays, pour l'avenir de ce pays, il faut discuter, il faut s'entendre. Ici. Que vous avez découvert Ivoire TV.